Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président, les 3 sessions qui vont suivre visent à donner à la défense la possibilité de présenter ses arguments de clôture. Je vais donner la parole à Maître Bourgon. Une question. Est-ce que vous pourriez nous donner une indication de combien d'orateurs vont présenter vos arguments et dans quel ordre, s'il vous plaît? Maître Bourgon, il y aura 2 orateurs uniquement. Cela a été prévu, j'avais prévu de le dire dans ma présentation. Le président, eh bien, très bien. Maître Bourgon, vous avez la parole. Good morning, Mr. President. Maître Bourgon, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Monsieur le Juge. 3 années plus tard, j'ai l'honneur de m'adresser à la Chambre et d'entamer la présentation du mémoire de clôture de Bosco Ntaganda. Ça a été un long procès et un procès difficile. Un certain nombre de témoins ont été entendus, beaucoup de documents ont été présentés au dossier des preuves. Cependant, en écoutant le procureur, qui ne peut pas être présente malheureusement avec nous ce matin, en écoutant les arguments de clôture de l'accusation et de l'équipe de l'accusation hier, j'ai eu l'impression de revenir à septembre 2015. J'aurais pu, Monsieur le Président, et je le dis avec tout le respect que je vous dois, rester devant mon écran de télévision, insérer une vidéo de 2015 et des déclarations d'ouverture de l'accusation, et je pense que le résultat aurait été à peu près le même. Avec tout le respect que je dois à l'accusation, l'accusation présente une théorie qui ne correspond pas à la réalité. L'accusation part de l'hypothèse que la théorie de son dossier présenté en septembre 2015 n'a pas été affectée par les éléments de preuve entendus ces 3 dernières années. Il y a eu des citations faites, des éléments de preuve, des déclarations générales qui ne sont pas très utiles, si vous me permettez de le dire. Nous avons entendu la même chose qu'en 2015. S'agissant des citations faites par le procureur, des citations de témoins sélectionnés, ces citations sont données sans qu'aucune information ne nous soit fournie sur le contexte, sans ajouter quoi que ce soit sur ce que ces mêmes témoins ont dit à d'autres moments, ou sans faire référence à ce qu'ils ont dit en contre-interrogatoire. Des déclarations générales, je donne un exemple. Monsieur Ntaganda aimerait vous faire croire que tous les témoins ont menti sans expliquer de quelle manière et pour quelles raisons. C'est ce que nous avons entendu hier. Ces déclarations ne sont pas très utiles parce qu'elles ne représentent pas ce que la défense a fait ces 3 dernières années. Pour le public, ça peut soulever certaines questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé en Ituri en 2002 et 2003? Mais pour les juges professionnels de cette Chambre, Monsieur le Président, nous estimons qu'il en fallait davantage. S'agissant des témoins qui ont fait leur déposition, est-il exact que beaucoup d'entre eux ont présenté des éléments non fiables ou d'ailleurs des mensonges, tout simplement? Je réponds oui à la question de manière ouverte. Je peux regarder la Chambre dans les yeux et dire oui, c'est bien le cas, il n'y a aucun doute là-dessus.
Est-ce que le nombre de témoins qui ont fourni de faux témoignages, est-ce que c'est une considération importante? Non, non, ça ne l'est pas. Ce qui est important, et nous avons confiance en la Chambre, c'est ce qu'elle fera, j'en suis sûre. Ce qui est important, c'est d'examiner les éléments de preuve, témoin après témoin, et évaluer à la lumière de la totalité de la preuve si ce qu'ils ont dit peut être utilisé ou pas. La défense part de l'hypothèse que les témoins ont fourni de fausses dépositions ou non fiables. La défense, dans son mémoire de clôture et dans sa réplique, donne des détails sur les raisons pour lesquelles cette information n'est pas fiable, mais elle donne également des éléments à plusieurs reprises sur la motivation de ces témoins pour le faire, même si ça n'est pas une obligation juridique. Ce qui est significatif, cependant, à quelques exceptions, par exemple, 768, qui, à notre avis, est un véritable menteur et on ne peut absolument pas s'appuyer sur sa déposition. À quelques exceptions près, la défense a mis en lumière, au bénéfice de la Chambre, quelle partie des dépositions était fiable et quelle partie, pour les mêmes témoins, correspondait à des informations fausses ou non fiables. Je vais vous donner quelques exemples. P75, P907 et P911. P901, 901 se corrige l'interprète. D'ailleurs, il semble que le P901 ait été oublié dans la présentation de l'accusation hier. Ce sont des exemples de l'approche suivie par la défense. J'y reviendrai plus tard. Ni l'accusation, ni les représentants légaux des victimes n'ont été satisfaits de l'approche de la défense qui affaiblit la déposition des témoins en disant ce qui peut être utilisé et ce qui ne peut pas l'être. Dans leur mémoire respectif, ils disent on ne peut pas avoir un témoin et accepter une partie de la déposition et pas l'autre. Eh bien non, ce n'est pas vrai, Monsieur le Président, et nous nous expliquons la raison pour cela dans notre mémoire. Il est important de comparer les arguments de la défense avec les arguments de l'accusation. D'après l'accusation, tous les témoins n'ont rien dit d'autre que la vérité. Tous les éléments de preuve sont fiables. Full stop. Point final. J'attends encore une observation, Monsieur le Président, une note de prudence exprimée par l'accusation en ce qui concerne un seul de ces témoins. J'utilise le terme un monde de rêve, Monsieur le Président. En fait, nous pensons que la Chambre de première instance arrivera à la conclusion que de nombreux témoins de l'accusation ont apporté des éléments de preuve non fiables et en tireront les conclusions qui s'imposent. Tout ça pour dire, Monsieur le Président, que nous sommes à la case zéro, 3 ans plus tard. J'insiste sur le fait qu'il y a 3 ans, la défense et l'accusation se trouvaient en présence de théories totalement opposées. Une théorie présentant la nuit, l'autre le jour. Mais aujourd'hui, 3 ans plus tard, la situation n'a pas changé. La Chambre est toujours en face de 2 théories contraires sur la base des mêmes éléments de preuve. Ce que nous disons, Monsieur le Président, c'est que ces éléments de preuve permettront à la Chambre de déterminer laquelle des 2 théories doit constituer la base de sa décision.
et d'utiliser les éléments de preuve, témoin après témoin, pour déterminer la responsabilité de M. Ntaganda. Monsieur le Président, la théorie de l'accusation, telle que présentée dans son mémoire, telle que présentée hier, est fondée sur Internet. Monsieur le Président, la réputation de Bosco Ntaganda sur Internet, effectivement, n'est pas la meilleure, nous le savons. Nous pensons malgré tout que cette réputation faite sur Internet ne correspond pas à la réalité. Et nous pensons que sur la base des éléments de preuve, la vraie personnalité, les vraies actions, les vraies contributions, les vraies responsabilités de M. Ntaganda apparaîtront. Monsieur le Président, prenons un exemple. La manière dont l'accusation a présenté, caractérisé M. Ntaganda dans son mémoire et dans les arguments qu'elle a développés hier. Nous avons entendu l'accusation dire que Bosco Ntaganda avait pour surnom le Terminator parce qu'il était un notoire tueur violent. Je ne me souviens pas d'où ça vient dans les éléments de preuve, mais à part cela, cela ne correspond pas du tout à la réalité. Si on regarde rapidement la preuve, on se rend compte de quelle manière ce portrait fait par l'accusation de M. Bosco Ntaganda est erroné. Prenons quelques arguments. L'accusation pense que Bosco Ntaganda a essayé d'influencer les témoins. Je rappelle, monsieur le témoin, je n'allais pas le dire, je n'allais pas y revenir, mais l'accusation l'a fait hier. L'accusation a eu accès à toutes les conversations téléphoniques de M. Ntaganda à partir du centre de détention, avant le procès et pendant le procès. Cependant, il n'y a pas eu de charge imposée pour quelque ingérence que ce soit. L'accusation dit que Bosco Ntaganda a commis des meurtres. Nous disons, Monsieur le Président, que la preuve révèle qu'il n'a pas commis de meurtre. Si nous prenons par exemple, parce que c'est le seul élément qui fait partie des charges, un prêtre, Habib Boadalonga, la preuve révèle que ce n'est pas Bosco Ntaganda qui l'a tué. Et les éléments de preuve donnés par le témoin à cet égard n'est pas exact, le témoin P968. Pour ce qui est du meurtre de Nguini, le procureur qui avait détenu Kawa, que Bosco Ntaganda a tué 16 ans, l'homme fort de l'APC à ce moment-là? Non, les éléments de preuve montrent que ce n'est pas vrai. Est-ce que Bosco Ntaganda a tué Claude, l'homme fort de Lopondo à ce moment-là? Non, la preuve montre que Bosco Ntaganda n'a pas tué ces personnes. Le viol. L'accusation voudrait décrire Bosco Ntaganda comme un violeur, qu'il aurait violé P10. Nous reviendrons sur la déposition de P10 plus tard, mais nous disons que les preuves parlent d'elles-mêmes. Bosco Ntaganda n'a pas commis de viol, bien au contraire. La preuve montre quelle était la position de Bosco Ntaganda en ce qui concerne tout type de violence sexuelle dans ses rangs et ce qu'il déclarait à ses troupes au sujet du viol et les mesures qu'il a prises à cet égard. L'accusation voudrait décrire ou présenter M. Ntaganda comme quelqu'un qui s'est rendu coupable de pillage. Eh bien, je fais référence à la déposition
de P901. C'est vraiment une absurdité, la manière dont cela a été décrit. Et à la fin du contre-interrogatoire, la Chambre s'en souviendra, la Chambre se souviendra de quelle manière P901 a réagi aux questions. S'agissant des allégations de pillage à l'hôpital, la Chambre se rappellera se souviendra du témoignage P768 en ce qui concerne les mines antipersonnelles qui auraient été utilisées. La preuve établit qu'il n'y a pas eu de pillage. L'accusation aimerait dire que Bosco Ntaganda a montré le mauvais exemple. Eh bien, si nous regardons l'exemple donné par Bosco Ntaganda, eh bien, nous revenons à 901 qui dit qu'il était la personne la plus respectée au sein du FPLC et qu'il était la personne la plus respectée. Peut-être parce qu'il donnait le mauvais exemple, Monsieur le Président. Les deux choses ne vont pas ensemble. Et cela vient d'un témoin à la charge. Vous rappellerez, nous rappellerons également la preuve en ce qui concerne l'adoption de l'idéologie du FPLC que M. Nkatamga a contribué à élaborer. L'accusation aimerait dire que Bosco Ntaganda n'est pas crédible. M. Ntaganda a déposé pendant 127 heures. Il a répondu à toutes les questions, quelles qu'elles soient, même si c'était des questions sensibles. Il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées en ce qui concerne ses actes et son comportement. L'accusation aimerait dire que Bosco Ntaganda n'a pas pris de mesures pour prévenir ou sanctionner. La preuve, de nouveau, est remplie d'exemples des mesures prises par Ntaganda. Même hier, l'accusation a plaidé devant cette Chambre. L'accusation a reconnu que, en dehors des crimes dont il est inculpé, M. Ntaganda a bien pris toutes sortes de mesures de prévention et de répression. L'accusation aimerait dire que Bosco Ntaganda avait une intention particulière d'exercer des discriminations à l'égard des citoyens non EMA. Nous allons revenir à cet exemple, mais Monsieur le Président, la question de ce qui s'est passé à Mandro au printemps 2002, lorsqu'un certain nombre de civils landous qui étaient ciblés par les leurs parce qu'ils s'étaient refusés à attaquer des civils EMA, eh bien, se sont présentés à Mandro, se sont réfugiés à Mandro, et ils ont été bien accueillis, ils ont été protégés par le chef Kawa, accueillis par le chef Kawa. L'accusation aimerait que vous vouliez croire que le témoin D54 qui n'a pas été contre-interrogé est un témoin qui a mentionné Bosco. Elle ne parlait pas de Bosco. Monsieur le Président, cette affaire concerne Bosco Ntaganda et nous voyons avec les quelques exemples que j'ai soulevés que Bosco Ntaganda n'est pas l'homme dont nous avons entendu parler hier et ces quelques heures aujourd'hui. Bosco Ntaganda, cette affaire est au sujet de l'UPC, RP, l'Union des Patriotes Congolais, la réconciliation avec le FPLC. C'est au sujet de deux attaques et du recrutement allégué et de l'utilisation de soldats qui auraient eu moins de 15 ans. Monsieur le Président, il s'agit des charges qui figurent dans le document contenant les charges mises à jour et charges qui ont été confirmées, pas plus. Mon collègue reviendra là-dessus. Notre présentation, Monsieur le Président, sera séparée en plusieurs parties, certaines plus longues que d'autres, certaines parties étant
très brève. Mais nous parlerons de Bosco Ntaganda sur la base des éléments de preuve qui existent et non pas sur la base d'Internet. Nous prendrons des moments importants dans la procédure et nous déterminerons des questions de fait qui auront et cela aura un impact sur la manière dont la Chambre pourra évaluer les éléments de preuve. Nous aborderons les éléments de contexte de l'article 7, crime contre l'humanité. Et corrigez-moi si je me trompe, mais nous n'avons rien entendu hier au sujet de crime contre l'humanité. Nous parlerons du plan commun, nous regarderons les éléments de preuve de Bosco Ntaganda en ce qui concerne les soldats qui seraient âgés de moins de 15 ans. Et ce qui est plus important, nous examinerons la question de la crédibilité des témoins et les responsabilités de Bosco Ntaganda. Enfin, nous parlerons des questions liées à la responsabilité de commandement assez brièvement. Je voudrais aborder ma première partie, Bosco Ntaganda lui-même. Bosco Ntaganda sur la base de la preuve. Voilà les questions que nous allons évoquer, son histoire, sa déposition, le contre-interrogatoire de l'accusation, la corroboration de sa déposition et ce que nous suggérons à la Chambre, quels sont les critères à suivre pour évaluer et accorder une valeur probante complète à sa déposition. Alors, son histoire, ce qui est important pour évaluer ses charges, le fait qu'il ait rejoint l'armée en 1991, que sa famille a été victime du génocide au Rwanda, que Bosco Ntaganda a contribué à lutter contre le génocide au Rwanda, que Bosco Ntaganda a été instructeur. C'était sa principale qualification au sein de l'armée. Comment Bosco Ntaganda s'est retrouvé au RCD KML, comment il l'a rejoint et qu'il est devenu Wamba Dia Bwamba PPU, le commandant de Wamba Dia Bamba PPU. Comment il était décrit comme un combattant. Et il est intéressant, Monsieur le Président, que le RCD-KML, comme la preuve l'a montré, a été sponsorisé par l'Ouganda, par opposition à l'UCD, l'autre mouvement, le RCD Goma, qui était soutenu par le Rwanda. Et il n'y avait pas de lien entre le Rwanda et Bosco Ntaganda, contrairement à ce que l'accusation voudrait vous faire croire. Lorsque Bosco Ntaganda est venu à Bunia en 2000, c'était la première fois qu'il mettait les pieds à cet endroit. Il ne connaissait pas Bunia et il était membre de l'APC. Bosco Ntaganda a expliqué dans sa déposition pourquoi il s'était révolté contre l'APC, comment il avait quitté l'APC parce que l'APC existait déjà en 2000 et comment il a créé la force mobile Chui. Nous avons entendu hier que la force mobile Chui incluait des soldats ou membres qui auraient été âgés de moins de 15 ans. Je ne pense pas qu'il y ait des preuves au dossier à cet égard. Maintenant, le rôle de Bosco Ntaganda dans ces événements, c'est important. Bosco Ntaganda est une personnalité importante, bien sûr, sinon il ne serait pas ici. C'est une personnalité importante. Est-ce qu'il avait de l'influence sur les membres de l'EFPLC? Bien sûr qu'il en avait. Il était l'une des principales personnalités au sein du FPLC. Monsieur Ntaganda n'a jamais caché cela. Il a mis en lumière le fait qu'il avait essayé de faire le mieux qu'il pouvait pour garantir que le FPLC puisse conduire des opérations conformément avec ses convictions militaires. Bosco Ntaganda était hautement respecté. Il a contribué à l'adoption de l'idéologie du FPLC.
cela figure dans notre mémoire. Je n'ai pas besoin d'évoquer toutes les étapes de cela. Bosco Ntaganda était animé, c'était un soldat animé par le désir de créer une armée disciplinée. Bosco Ntaganda parle du fait qu'il parlait de ses enfants. Dans le cahier de transmission, il expliquait que l'armée, c'était une famille et qu'il était l'un des membres importants de cette famille. Mais les enfants dans la famille, ça ne veut pas dire que ce sont des enfants, justement. Ils sont simplement membres de l'armée et les commandants militaires s'occupent de leurs enfants. C'est ce que nous trouvons dans le cahier de transmission. Bosco Ntaganda était reconnu comme étant courageux, comme étant un tacticien qualifié et efficace et un combattant. Ntaganda a répondu aux questions de l'accusation et il a déclaré « J'admets que j'étais un technicien ». Ça n'est pas la même chose que de... Il ne dit pas autre chose que cela. J'étais un tacticien. Il ne faut pas lire davantage dans ces mots. Bosco Ntaganda était un officier d'état-major et non pas un commandant. Il a commandé, effectivement, il a exercé le commandement certaines fois dans certaines opérations. Monsieur le Président, la question lui a été posée. Quelle différence est-ce que cela fait lorsque vous étiez au commandement à Mongwalu? Monsieur Ntaganda a répondu, ça fait beaucoup, ça fait une grande différence, ça fait toute la différence du monde parce que quand je suis au commandement, eh bien, j'exerce le commandement et c'est différent. À d'autres moments, je n'étais pas aux commandes. J'étais simplement un officier. Nous avons des tableaux sur la hiérarchie qui ont été versés au dossier d'épreuve où M. Ntaganda, d'ailleurs, n'a pas été contre-interrogé à ce sujet en ce qui concerne ses relations entre lui et Kisembo. Monsieur Ntaganda donnait des ordres, effectivement, au nom de Kisembo. Il était un officier loyal et lorsque Monsieur Lubanga lui a demandé de ne pas tirer sur les Landous de manière à ce qu'il puisse participer aux réunions en septembre à Arua, eh bien, il a accepté et donné des ordres pour qu'on ne tire pas sur les Landous. Lorsque Kisembo a quitté le mouvement pour créer justement son propre UPCK, eh bien, Monsieur Ntaganda est resté loyal. Il n'était pas un homme politique. Monsieur Ntaganda était un soldat, un tacticien. Il a contribué au FPLC et d'une manière générale, il a été un acteur mineur, disons, dans toutes les situations qui se sont présentées. Ce qui est plus important, Monsieur le Président, c'est que Bosco Ntaganda et son implication dans ces événements, finalement, sont moindres que le nombre de victimes plutôt que plus important. Lorsqu'il s'est présenté en 2000, il est revenu en 2002, il a organisé ses troupes parce que c'était de l'autodéfense. Les civils étaient attaqués. Et il a fait en sorte que les combats opposent militaire à militaire et non plus militaire à civil. Maintenant, passons au témoignage de M. Ntaganda. Nous disons que, en l'espèce, c'est le témoignage le plus important. Et comme l'a fait l'accusation hier, nous demandons au juge de cette Chambre d'étudier cette déposition en détail. Mais une petite réserve d'abord. Il y a eu un grand nombre de problèmes d'interprétation. Et donc, il faut que les juges de cette Chambre soient extrêmement prudents lorsqu'ils étudient les mots utilisés. En effet, le français est différent de l'anglais. Les mots employés en swahili sont différents, ont été traduits différemment en français à plusieurs reprises. Donc, il faut faire attention.
à l'interprétation. Il a quand même témoigné pendant 127 heures. Il a répondu patiemment à toutes les questions. Il a répondu honnêtement à toutes les questions difficiles. Il n'a jamais essayé de ne pas endosser sa responsabilité. Lorsqu'on lui a parlé de César, lorsqu'on lui a parlé de Patrick, qui avait été tué lorsqu'il avait essayé d'assassiner M. Ntaganda en 2000, lorsqu'il a parlé de Claude, de Boilalonga, lorsqu'on lui a demandé comment il pouvait mettre à l'épreuve ses soldats pour savoir qui il allait recruter ou pas, il a répondu honnêtement à chaque fois. Et lorsque l'accusation lui a présenté à brûle-pourpoint un document qu'il n'avait jamais vu, un de ses journaux de bord, eh bien, elle dit oui, en effet, j'ai fait une erreur, la date que vous me donnez est la bonne date. Et lorsqu'il est allé à Rouen, si on prend l'interprète, on voudrait nous faire croire qu'il y est allé pour diriger l'opération sur Mongoualou. Mais non, Bosco Ntaganda, très ouvertement, a dit « En effet, nous sommes allés à Rouen, nous avons donné des armes à Jérôme, nous avons donné des uniformes à Jérôme, et j'ai parlé aux troupes de Jérôme. Jérôme participait au combat avec les troupes de l'APC qui venaient de Mongoualou. Mais j'ai commandé l'opération en chat dont on parle. Et ce sont donc les mots de Bosco Ntaganda. Et lors de contre-interrogatoire, et je vais d'abord me référer à sa déposition. Lorsqu'il a déposé, il a toujours indiqué où il se trouvait, ce qu'il était en train de faire et pourquoi il faisait cela. Maintenant, c'est à la Chambre, bien sûr, d'évaluer ces éléments. Mais lors des contre-interrogatoires, un contre-interrogatoire qui a quand même duré 56 heures, eh bien, voici ce qui s'est passé. Le contre-interrogatoire a été divisé en 2 volets. Et pour eux, il est vrai, pour nous, je tiens à le dire, Monsieur le Président, c'était le pire scénario envisageable. Mais c'est comme ça. Mais mes instructions étaient claires. Bosco Ntaganda nous a bien dit, je veux tout dire, je veux venir déposer pour tout dire. Que même si le moment n'est pas idéal, je veux absolument raconter ma version des faits, ce qui est véritablement arrivé. Et ce qu'il a dit, Monsieur le Président, est parfaitement pertinent par rapport aux charges qui lui sont reprochées, contrairement à ce que vient de dire les LRV. Donc, on a eu un contre-interrogatoire divisé en 2 volets, avec un mois d'interruption entre les 2 volets. Et pourtant, l'accusation n'a pas ouvertement contesté Bosco Ntaganda sur de grands passages de sa déposition. Pourtant, et maintenant, l'accusation semble dire dans son mémoire en clôture qu'ils ne sont pas obligés de poser des questions sur tout ce dont a déposé le témoin. Mais lorsqu'il dépose sur un aspect extrêmement essentiel de l'espèce, lorsqu'il répond directement à des allégations de l'accusation et que l'accusation décide de ne pas contre-interroger le témoin sur ce fait-là exactement, eh bien, c'est à vous, messieurs, madame les juges, d'en tirer les conséquences. La corroboration du témoignage de M. Ntaganda avec d'autres personnes. Alors, les représentants légaux des victimes et l'accusation semblent dire qu'il n'y a aucune corroboration, mais c'est absolument incorrect. Les sources principales corroborent dans une très grande mesure les propos de M. Ntaganda. Et de plus, il y a même des témoins de la défense qui les corroborent aussi. Alors, on dit
que parce que c'est M. Ntaganda qui a témoigné pratiquement en premier, qu'il ne faut pas croire les autres témoins de la défense parce qu'ils étaient maintenant au courant de la version de M. Ntaganda. Mais je ne surprendrai personne si je dis que si on avait dit que M. Ntaganda avait décidé de témoigner en dernier, eh bien, on aurait retourné l'argument en disant, étant donné qu'il témoigne en dernier, c'est parce que comme ça, il connaît la version de ses témoins et il adapte sa version. Mais c'est à vous, Madame, Messieurs les juges, d'évaluer tout cela. On ne saurait dire que la déposition des témoins de la défense après M. Ntaganda a été influencée par la déposition de M. Ntaganda. Et il n'est pas établi au dossier que les témoins suivant M. Ntaganda étaient au courant de ce qu'avait dit M. Ntaganda. Et je parle ici de 251, 243 ou du témoin 17 ou des 54. Il est vrai que des témoins de la défense utilisaient des portions, se référaient à des portions du témoignage de M. Ntaganda et corroboraient ses dires. Mais nous souhaitons que la Chambre accorde une valeur probative très faible aux documents fournis par les représentants des Nations Unies. À quoi servent-ils? Lorsque M. Ntaganda décrit un événement, eh bien, sachez quand même que cet événement mentionné dans ces documents est corroboré. Pas dans les détails, certes, mais quand même corroboré. Et puis, on ne peut pas accorder trop de poids à ces documents des Nations Unies. Les éléments de preuve fournis par les témoins à charge corroborent d'ailleurs pour l'essentiel ce qu'a dit M. Ntaganda. Par exemple, les souvenirs de P55 sont très proches du récit de M. Ntaganda. Même chose pour P17 d'ailleurs. P17 est le seul témoin au dossier qui a donné des informations sur le début de la deuxième tentative du FPLC de libérer Mongwalu. Et dans ce passage-là, justement, P17 corrobore les dires de Ntaganda. Il dit bien que Ntaganda n'était pas là. Il est arrivé à Mongwalu, mais après les choses, après les combats à Mongwalu. Donc, la déposition de M. Ntaganda doit avoir une valeur probante totale. En effet, quand même, l'accusation a écouté toutes ces conversations téléphoniques et pourtant il a décidé de témoigner alors qu'il savait que l'accusation avait écouté ces conversations, avait enquêté sur les tenants et les aboutissants de cette affaire pendant 10 ans. Il a quand même décidé de témoigner en personne. Et pourquoi? Parce qu'il voulait donner sa version, raconter ce qui lui était arrivé. Alors, le bon critère, à notre avis, pour évaluer sa déposition est le suivant. Vous le trouvez dans une décision de la Cour suprême du Canada, 1991, la reine contre WD, portant sur un procès qui a lieu devant un jury, bien sûr, en common law. Mais dans cette décision, la Cour suprême dit « Voici les instructions qui doivent être données au jury. » Car c'est la seule façon d'évaluer un témoignage. Si vous croyez au dire de l'accusé, eh bien, vous ne pouvez que l'acquitter. Si vous ne le croyez pas, mais si vous êtes encore vous êtes encore sous le coup d'un doute raisonnable, il faut encore acquitter. Et même si vous n'êtes, vu les éléments de preuve qu'on vous présente, vous êtes encore dans le doute, eh bien, il faut quand même vous demander si vous êtes convaincu au-delà de tout doute raisonnable ou pas. Maintenant, passons à la deuxième partie de notre présentation. La procédure. Et que s'est-il passé lors du procès? Point saillant.
Tout d'abord, les limites qui ont été imposées à Bosco Ntaganda, il faut quand même en parler, il me semble. Ce ne sont... Bon, c'est pas à nous de parler des décisions qui ont été rendues par la Chambre au cours du procès. Ce n'est ni le moment ni le lieu. Mais nous voulons parler quand même des contraintes qui ont été imposées à M. Ntaganda. Les allégations d'ingérence qui alléguées par l'accusation viennent étrangement des mêmes témoins de l'intérieur qui, d'après nous, n'ont pas témoigné de façon franche et honnête. C'est un facteur à prendre en compte. Et ensuite, l'accusation savait bien plus que la défense lorsqu'elle a procédé à son contre-interrogatoire de M. Ntaganda. Mais ce qui était essentiel ici, c'est l'utilisation par l'accusation des appels téléphoniques et des conversations téléphoniques interceptées de M. Ntaganda, alors que l'accusation donc a eu le droit d'utiliser certaines de ces conversations, mais leur stratégie leur a explosé à la figure, en fait. Comment cela se fait? Eh bien, ces conversations qui ont été utilisées au cours du témoignage de M. Ntaganda a bien montré que, juste après son arrivée à La Haye, en avril 2003, Bosco Ntaganda parlait à Rafiki de son voyage à Mongwalu en utilisant le véhicule de Rafiki. Ça, c'est le fameux voyage qui a eu lieu avant le voyage au Rwanda. Et on a entendu Bosco Ntaganda parler avec Peter, son secrétaire personnel, à propos des exécutions de Ndromo, où des vols auraient eu lieu dans une famille Nandé. Bosco Ntaganda parlait des trajets qui l'ont emmené à Goma avec Peter en septembre 2013, bien avant la moindre audience de confirmation de charge. Peter, d'ailleurs, a reconnu dans ses conversations qu'il était allé à Arua avec Bosco Ntaganda. Donc, ce qu'on voit bien, en écoutant ces conversations, c'est que les faits corroborent parfaitement ce qui s'est la déposition de M. Ntaganda. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les problèmes de divulgation, de l'éléments de preuve, mais nous allons pourtant revenir sur un point important, c'est-à-dire l'identité des personnes interviewées par P46. Un point que nous avons réussi à confirmer il y a peu de temps et nous pensons que c'est un point qui nécessite des arguments de notre part. Maintenant, les éléments de preuve qui n'ont pas été demandés par l'accusation, qui est assez étrange, je pense. Je vais vous donner un exemple bien précis, exemple qui à notre avis est essentiel. Un grand nombre d'aspects des éléments de preuve, soi-disant présentés par l'accusation, demandaient une connaissance militaire. Connaissance militaire qui, d'après nous, va bien au-delà de ce que savent les juges. Les portées des armes, par exemple, l'utilisation de différents types d'armes. Comment fonctionne un état-major? Les relations entre un chef d'état-major général et ses deux chefs d'état-major adjoints. La différence entre une relation hiérarchique et une opération d'état-major. Quelle opération peut être effectuée par un officier sur une zone quelconque sans autorisation de son supérieur hiérarchique? Comment préparer une attaque? Il faut bien connaître l'armée pour comprendre ce type de sujet. Or, l'accusation n'a même pas fait témoigner un expert militaire. Encore un exemple. La première attaque, l'accusation a contre-interrogé M. Ntaganda et semble dire que 2 brigades étaient impliquées.
et qu'il n'est pas normal que Bosco Ntaganda ait un commandement de l'opération Total alors qu'il n'était pas présent avec les deux brigades. Mais s'il y avait eu un expert militaire, je pense que l'accusation devait faire témoigner un expert militaire pour que vous compreniez bien les tenants et les aboutissants de l'art militaire. Parce que, en fait, M. Ntaganda a respecté les règles, a fait exactement ce qu'il fallait être fait en matière d'art militaire. Et M. Ntaganda, d'ailleurs, vous l'a bien expliqué. Donc, nous considérons que lorsque M. Ntaganda a témoigné sur des sujets militaires alors que vous n'avez pas eu d'expert militaire présenté de la part de l'accusation, eh bien, il faut croire M. Ntaganda. Après tout, c'est lui le militaire. Et maintenant, passons à la détermination des faits en l'espèce. Alors, quels sont ces faits si essentiels? Ce sont des faits, des éléments factuels qui sont intervenus au cours du procès et qui ont un impact sur l'évaluation des éléments de preuve, et bien sûr en faveur de M. Ntaganda, et qui sont d'ailleurs essentiels lorsqu'il s'agira de déterminer quelle est la responsabilité de M. Ntaganda. Alors, quelles sont ces questions si importantes? Premièrement, les civils Lendu qui étaient ciblés par les combattants Lendu ont été se réfugier à Mandro, où ils ont été protégés par Bosco Ntaganda et le chef Mandro. On en a déjà parlé précédemment. Et l'accusation n'a pas souhaité procéder à un contre-interrogatoire de D54 sur ce point. Or, c'est important pourtant. Cela montre bien quelle est l'attitude de l'UPC et des mutins de l'APC. Parce que le FPLC n'existait pas à l'époque. Cela montre bien quelle était aussi l'attitude de Bosco Ntaganda par rapport aux civils, même avant la création de l'UPC et Réconciliation et Paix et du FPLC. Cela démontre aussi que M. Ntaganda a pris des mesures proactives pour protéger les civils. Et civils non émages. Et cela, c'est déterminant parce que cela montre bien qu'il n'y a pas de politique aux fins d'une attaque systématique contre les civils. Cela confirme aussi qu'il n'y a pas d'attaque au titre de l'article 7. Cela confirme que l'UPC, RP et le FPLC ne faisaient pas la différence entre les civils, qu'ils soient EMA ou non EMA. Et cela montre bien aussi que Bosco Ntaganda n'avait absolument pas l'intention d'exercer la moindre discrimination. Maintenant, parlons des logbooks de M. Ntaganda, des registres des conversations. Donc, tout d'abord, c'est une pièce de l'accusation. Elle est à l'écran. Et l'accusation a dit à l'envie hier que dans ce logbook, on trouve des rapports contemporains sur les activités de l'UPC du 19 novembre 2002 au 22 février 2003. Avant de faire des commentaires sur ce logbook, je tiens à dire que dans les mémoires en clôture de l'accusation, on parle du logbook, du petit logbook. Et qu'en ce qui concerne ce petit logbook, les dates sont d'octobre 2002 au 2 juin 2003. Mais ce n'est pas ce que l'on trouve dans les éléments de preuve. Alors, je ne sais absolument pas d'où viennent ces dates, parce que les bonnes dates, elles sont versées au dossier. Alors, reprenons donc le fameux logbook de Ntaganda, qui représente en fait les mots véritablement prononcés par les personnages impliqués, y compris Bosco Ntaganda, qui n'était accessible qu'à quelques membres du FPLC, qui sont contemporains en plus, et qui étaient des documents qui étaient censés être
secrets et auxquels l'ennemi ne devait pas avoir accès. Donc, il représente très fidèlement ce qui se passait au sein du FPLC. Et nous invitons la Chambre à se pencher en détail sur ce logbook. Et les juges verront bien que dans ce logbook, il n'y a aucune mention d'attaque contre les civils, de politique visant à attaquer les civils ou une politique criminelle qui aurait été poursuivie par le FPLC. Alors c'est quand même une période assez longue, du 19 novembre au 20 février. Et pourquoi le FPLC agirait-il différemment avant le 19 novembre et après le 20 février? Quand on regarde et quand on étudie ce logbook, on voit exactement quelle est la nature du FPLC, quelle est son attitude. On voit comment il fonctionnait. Et ça, à notre avis, c'est essentiel. Essentiel parce que lorsque Bosco Ntaganda a fait ses commentaires sur les messages, a donné au juge des éléments et des informations fort pertinentes, permettant de mieux comprendre ce qu'avaient dit les témoins précédents. Puisqu'on voit par exemple dans ce logbook des propos de P678 pour sanctionner par exemple, voire exécuter un membre du FPLC pour avoir tué un civil. Et pourtant, cela a été nié par le témoin. Confirme aussi l'absence d'attaque en application de l'article 8, c'est-à-dire crime de guerre, et confirme toutes les mesures qui ont été prises pour prévenir et sanctionner. Ensuite, parlons maintenant des communications radio. Il y a eu deux types de communications. D'abord, deux communications entre deux radios portables VHS, et puis des communications entre une radio VHS et sa base. Donc, si vous vous souvenez bien, messieurs, madame les juges, cette base était un équipement beaucoup plus puissant qu'une VHS, qu'une radio VHS, et qui pouvait être utilisé parce que du fait de ses fréquences et qui permettait aussi de communiquer parce que parfois on ne pouvait pas communiquer de radio à radio à partir de Bunia. Parfois à cause de la fréquence utilisée, mais la plupart du temps, c'était à cause de la portée très réduite de ces moyens de communication. Et donc, c'est important parce que vous pourrez ainsi, Madame, Messieurs les juges, savoir ce qui était possible en matière de communication et ce qui était impossible. Alors maintenant, le témoignage de P17. Il témoigne de conversations qui auraient eu lieu entre Kisembo, qui se trouvait à Mongwalu, ou peut-être à Kilo, avec Saloumou, qui lui se serait trouvé à Kobu, alors que nous savons parfaitement qu'il est impossible de communiquer entre ces deux lieux. Et si ce n'est pas possible, il faut se poser la question suivante. Pourquoi P17 a-t-il décidé de témoigner de la sorte? Maintenant, les mesures prises par Bosco Ntaganda à Komanda, juste après le départ de Lopondo et avant la création du FPLC. L'opération de Komanda est une opération où nous avons eu des témoignages selon lesquels il n'y a pas eu de crime commis, les civils étaient partis, et pourtant, certains membres ont commencé à se livrer à des pillages. Or, dès que M. Ntaganda a appris cela, il a réagi immédiatement, a ordonné que les biens pillés soient restitués, et il a sanctionné publiquement les soldats qui s'étaient rendus responsables de ces méfaits. Alors, il n'a pas fait ça pour rien. Il a voulu envoyer un message très fort.
Et toutes les personnes qui étaient présentes dans cette opération se rappelleraient ainsi de l'attitude de M. Ntaganda par rapport au pillage. Et c'est quand même important, puisque c'est un message qui illustre bien l'idéologie du FPLC. Et le fait que le FPLC avait une théorie qu'elle mettait en pratique. Ce n'était pas uniquement des mots. Cela détermine les mesures qui avaient été prises, confirme qu'il y avait eu vraiment volonté de créer une force disciplinée et M. Ntaganda n'avait pas donc la mens rea en ce qui concerne le pillage. Maintenant, point suivant, la première exécution d'un membre du FPLC, exécution par peloton d'exécution. Alors, c'est une sanction qui existe dans un grand nombre de pays. Pour les cours martiales canadiennes, cela existait encore. C'était une sanction qui existait, le peloton d'exécution. Les civils Nandi ont vu leur bien pillé. Bosco Ntaganda a immédiatement ordonné une enquête et une sanction approuvée par le commandant en chef. C'est quand même une dissuasion proche de l'arme atomique. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas vraiment avoir une dissuasion plus forte qu'une exécution, par peloton, qui plus est. Et l'accusation voudrait que vous utilisiez cet exemple pour montrer que M. Ntaganda a aimé tirer sur tout ce qui bouge. Absolument pas. M. Ntaganda a pris cette mesure, a demandé à ce que l'on enquête sur ce qui s'était passé et a sanctionné la chose en utilisant sa propre déontologie militaire. Et M. Ntaganda s'est ensuite rendu compte que la personne qui a été exécutée par M. Ntaganda suite à ces pillages, eh bien, c'est le frère de P16. Alors, ça peut peut-être expliquer un peu les propos de P16, une fois que l'on connaît la relation entre ces deux personnes. Alors, cette première exécution est importante et montre bien qu'il n'y avait aucune discrimination en matière de civils. Puisque les victimes étaient nandais, ça confirme bien qu'il n'y avait pas de politique pour attaquer les civils. Cela confirme qu'il n'y avait pas d'attaque en vertu de l'article 7. Et cela montre bien que M. Ntaganda n'avait pas la mens rea en matière de pillage et qu'il n'avait aucune intention de discriminer qui que ce soit. Maintenant, la vidéo de Mandro. Parade militaire. On voit des membres du FPLC qui sont rassemblés. Ils ont tous été formés à Mandro. On voit des soldats sur la vidéo qui viennent d'Arou. Ce sont des forces de Jérôme. Ce ne sont pas des EMA. Ils n'appartiennent pas à ce groupe ethnique d'ailleurs. Le rassemblement a lieu peu avant la mission de Bosco à Arou et avant que les soldats qui avaient été instruits à Mandro soient organisés en brigade qui a été mise sous les ordres de Saloumou. Ensuite, le discours du chef Kawa, qui est un discours où il donne des instructions précises, des instructions qui viennent de la branche politique, instructions données à la branche militaire du mouvement. Et on sait que Bosco Ntaganda a contribué à ce discours de chef Kawa. Les soldats ont donc été assemblés pour savoir quels étaient les objectifs et la politique du UPC-RP. Ce qui est essentiel parce que les soldats qu'on voit sur la vidéo, arborant fièrement leurs nouveaux uniformes, arborant fièrement leurs armes, expliquant à chef Kawa comment fonctionnent ces armes,
eh bien, ce sont les mêmes soldats que ceux qui ont participé à la première attaque qui est reprochée à M. Ntaganda, c'est-à-dire l'opération Mongwalou. L'idéologie du FPLC a été abordée, la discipline, la protection des civils, le manque de discrimination. C'est un discours déterminant parce que il montre la composition ethnique de la brigade qui est allée à Mongwalou, composition multiethnique, parce que les instructions ont été données à ceux qui ont participé à cette opération. Pas d'attaque des civils, c'est une politique. Il y a là un élément de preuve direct de l'absence de politique visant à attaquer les civils, sans parler des civils non aimants. L'accusation a fait valoir que Mandro, c'est de la propagande. Et je reviendrai sur cette histoire de propagande tout à l'heure. Mais au minimum, si quelqu'un veut faire valoir que c'est de la propagande, il faudrait quand même avoir un témoin qui était présent et qui nous dise « Ah oui, mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux ». Je fais référence au terme que l'utilisation a utilisé hier. Pourquoi est-ce qu'un un journaliste, était présent si ça n'était pas de la propagande? Mais Monsieur le Président, où est la preuve que ce discours n'était pas véridique? Où est-ce que l'on a cette preuve que ce discours n'a pas été prononcé de manière ouverte à l'attention des troupes du FPLC? Autre fait déterminant, la deuxième exécution d'un membre du FPLC par un peloton d'exécution. Dernière forme de sanction qui puisse être imposée. 2003, un civil hindou victime de meurtre par un commandant FPLC appelé Liripa. Une enquête est conduite à l'intérieur de la brigade 401 dans le secteur opérationnel du Sud-Est. Elle implique le commandant de la 401e brigade, le commandant du secteur opérationnel du Sud-Est. L'enquête est indiqué dans le cahier de transmission de Ntaganda. L'exécution a eu lieu en public. Un rapport, un procès-verbal de l'exécution est élaboré et est envoyé au siège, au quartier général. Cela figure dans le cahier de transmission également. L'accusation essaie d'utiliser cet incident pour dire que les membres du FPLC étaient là simplement et que tout ça n'était pas véridique. Mais cela montre ce qui s'est passé en 2003. Cela confirme que lorsque des membres du FPLC commettaient des violations, lorsqu'il y avait des problèmes, eh bien, effectivement, cela a été indiqué dans le cahier. Et ceci dès novembre, le 19 novembre. Et cela permet à la Chambre de première instance de déterminer ce qui était la véritable situation à ce moment-là. Ces messages sont indiqués et la référence et la défense, en parle dans son mémoire de clôture. Tous ces messages ont été émis par le commandant de la 401e brigade. La situation des patrouilles également qui surveillaient ce qui se passait, que la situation était calme, et tout cela est dans le cahier. Et c'est important, Monsieur le Président, pour évaluer quelle était la situation à ce moment-là.
c'est également déterminant pour évaluer la crédibilité des témoins de l'intérieur tels que P768. Autre question déterminante, P290 s'est rendu à Mongwalu avec Bosco Ntaganda. Et ceci est montré dans les éléments de preuve. P290 s'est bien rendu avec Bosco Ntaganda à Mongwalu. C'est expliqué en détail dans le mémoire de clôture de la défense et puis ensuite dans la réponse de la défense aux arguments de l'accusation. C'est directement lié à la preuve en ce qui concerne la première attaque telle que figurant dans les charges. Cela a un lien direct avec la déposition de Ntaganda et c'est déterminant parce que cela corrobore effectivement la déposition de Bosco Ntaganda. Nous ne savions pas que Bosco Ntaganda déposerait et dirait qu'il s'était rendu à Mongwalu avec P290. C'est ce que dit l'accusation. C'est vraiment incroyable, Monsieur le Président. P290 est un témoin de l'accusation, donc je n'ai pas besoin d'en dire davantage à ce sujet. Autre question déterminante, Bosco Ntaganda est arrivé à Mongwalu à pied. Ceci figure dans la preuve. P17, d'ailleurs, a également rejoint Mongwalu à pied. Et les éléments de preuve établissent sur les cartes d'ailleurs, et la déposition de M. Ntaganda le dit également, qu'il n'était pas possible d'utiliser un véhicule entre Dala et Mongwalu. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que cela a établi que pendant l'opération à Mongwalu, il n'y avait pas de véhicule qui pouvaient atteindre Mongwalu. Il n'y avait pas d'autres véhicules autres que ceux que l'on voit dans la vidéo de Mongwalu. C'est très important parce que cela contredit les éléments de preuve fournis par des témoins de l'intérieur qui ne sont pas écraser Mongwalu, réduire à zéro Mongwalu. Eh bien, ils auraient pu le faire. Ce n'est pas ce que la vidéo montre. Il n'y a pas de dégâts structurels. C'est très important parce que si on regarde de près les maisons également, on voit que les toits en tôle ondulée sont toujours là, ils sont toujours présents. Pourquoi est-ce que le FPLC se rendrait à Mongwalu et laisserait en état ces toits en tôle ondulée, alors que le FPLC a emporté ceux qui se trouvaient à Sayo? Poser la question donne la réponse. Ils ne l'ont pas fait. Cela montre l'absence de véhicules à Mongwalu aussi. Cela montre que ce qui a été détruit, c'était avant ces événements. Cela montre que la population civile revient à Mongwalu. Cela montre que la situation est pacifique. Cela montre l'attitude également de Kisembo, du FPLC et de l'UPCRP ainsi que de Ntaganda en ce qui concerne les civils. Les civils, en particulier les civils non NEMA, cela montre la bonne volonté du FPLC vis-à-vis de tous les civils pour que ceux-ci puissent revenir. Ça, c'est important. C'est une considération importante qui remet en cause beaucoup d'arguments de l'accusation. Non seulement la vidéo de Mongwalu corrobore la déposition de Bosco Ntaganda, elle contredit les dépositions non fiables fournies par des témoins de l'intérieur. Cette vidéo confirme qu'il n'y avait pas de politique visant à attaquer les civils en application de l'article 7, pas d'article 7, donc pas d'attaque article 7, pas de discrimination à l'égard des civils, sans parler des civils non NEMA, pas d'intention spécifique d'exercer des discriminations à l'égard des civils non NEMA. Cela confirme également de manière très significative que cette opération à Mongwalu n'a pas atteint
les critères ou ne s'est pas déroulé tel que cela a été raconté à la Chambre de première instance et en particulier par P768 qui n'a même pas participé à l'opération. On peut voir tout ça sur la vidéo. Nzebi n'est pas là, ça a été fabriqué. Autre question déterminante, la réunion de décembre à Arua. Une question totalement différente, mais enfin, nous essayons d'aller de l'avant. Cette réunion a été organisée à l'initiative du Rwanda. Il s'agissait de signer un accord entre l'Ouganda et l'UPCRP. Donc, cette réunion, ce corrige l'interprète, a été organisée par l'Ouganda pour signer un accord entre l'Ouganda et l'UPCRP. La délégation de l'UPCRP est dirigée par un homme, Nonema Djaloum, qui était un des principales personnalités, sinon pas le secrétaire principal. C'est une délégation donc qui arrive. Elle apprend qu'il y a deux partis politiques qui doivent être inclus dans l'argument, dans l'accord, pardon. L'UPCRP, la délégation de l'UPCRP refuse de signer. J'ai dit précédemment que la délégation Landu FNI n'existait pas à ce moment-là, mais la délégation Landu a pu participer à cette réunion simplement en résultat de l'ordre donné par Bosco Ntaganda à la 505e brigade de ne pas viser l'avion. Et pourtant, la réunion avait lieu. Nous avons entendu par Lubanga que l'UPDF bombardait les unités du FPLC Andrele. Ceci marque un point fondamental, Monsieur le Président, entre l'Ouganda et l'UPDF et UPCRP. Cela illustre la volonté de l'UPCRP à négocier, à arriver à un accord avec l'Ouganda. Cela montre le respect des ordres donnés par le président Lubanga. Cela marque le début d'événements qui conduiront le 6 mars 2003 au conflit à Bunia. Ça n'a rien à voir avec les civils. Il s'agit simplement d'un conflit de pouvoir, d'une lutte de pouvoir strictement politique avec l'UPDF qui va devenir de facto un ennemi de l'UPCRP. Et cela confirme d'ailleurs le double jeu de l'UPDF qui prétend aider les civils en même temps qu'il bombarde la région autour de Bunia, attaque les positions des civils et confirme l'absence aussi de politique. Article 7, attaque article 7, l'absence de discrimination vis-à-vis des civils. Cela prépare le chemin pour un accord et les attaques du FNI contre des civils. Question suivante. Le plan de Lubanga visant à coopérer avec le FNI pour garantir le départ de l'UPDF. Monsieur le Président, à partir de ce moment-là dans le conflit se présente de manière complètement différente. Vous avez l'UPDF, vous avez l'APC, vous avez des combattants Landu, vous avez le gouvernement central, tout cela qu'il faut prendre en considération. Pour quelle raison? Eh bien parce que vous voyez que l'UPC est efficace, qu'il existe et qu'il est en train de résoudre le problème et qu'ils ont l'intention de résoudre les problèmes en Ituri. Il y a un plan visant à fournir des armes aux rebelles ougandais. M. Ntaganda a déposé à ce sujet, au sujet de ses amis, ses ennemis. C'est pourquoi des armes ont été fournies. Peu de gens étaient informés. Certains ont été informés, mais n'ont pas reconnu les choses lorsqu'ils ont
déposé. Ce plan pour garantir le départ de l'UPDF montre que Lubanga voulait arriver à un accord et travailler avec les combattants Lendu. Parce que sa priorité, c'est l'Ituri. Ça n'est pas du tout les Lindous ou évincer les Lindous, ou évincer les non-Néma. Non, il s'agit de garantir que l'UPDF, qui avait créé des problèmes et qui voulait conserver ses positions en Ituri, était le problème. Et l'UPDF devait partir. Il y a des accords dans la preuve qui dit que l'UPDF était censé s'en aller, effectivement, mais refusait de s'en aller. Et lorsque Museveni de l'Ouganda apprend cela, il bombarde Kandroma. Ce plan visant à coopérer avec le FNI pour garantir le départ de l'UPDF eh bien, confirme qu'il n'existait pas de politique visant à attaquer les civils. Il n'y a plus d'attaque, article 7. Il n'y a plus de discrimination vis-à-vis des civils non-Néma. Bosco Ntaganda a été envoyé pour apporter des armes, pour négocier face à face avec les combattants Lindous, et il l'a fait. Il a apporté des armes à Libye. Est-ce que c'est quelqu'un qui montre là des intentions discriminatoires? Pas du tout, Monsieur le Président. Question suivante. Témoin P55, décrit hier comme étant un militaire de l'intérieur de haut rang, et qui a une conversation avec Bosco Ntaganda le 2 mars 2003. Monsieur Ntaganda a déposé pour dire qu'il était à Mahagi à ce moment-là, ce qui a été confirmé d'ailleurs par P55. P55 se trouvait à Bunia avec Kisambo et Rafiki pour cette conversation qui a été corroborée d'ailleurs par les Nations Unies et des documents de la MONUC. Il est important, et ceci est important parce que cette conversation n'est pas mentionnée pendant le contre-interrogatoire de P55. Tout d'un coup, il se souvient de cette conversation. Pour quelle raison? Parce qu'il savait très bien, Monsieur le Président, il savait que Bosco Ntaganda était au courant de cette conversation et il s'est souvenu de cette conversation. Ce qui établit où se trouvait M. Ntaganda à ce moment-là. Cela établit également que Kisembo est retourné à Bunia avant que M. Ntaganda n'y arrive. Cela établit également que ce militaire de haut rang, témoin de l'intérieur, n'a pas parlé à M. Ntaganda à partir du moment où M. Ntaganda a quitté Mahagi jusqu'à ce qu'il retourne à Bunia. Cela permet d'évaluer la crédibilité, la fiabilité des éléments de preuve et cela corrobore la déposition de M. Ntaganda. En fait, Monsieur le Président, j'irais jusqu'à dire que cette conversation, en fait, eh bien, cela prouve justement cela prouve le contraire de ce que disait P55 en ce qui concerne les événements qui ont eu lieu pendant la deuxième attaque, telle que visée dans les charges. Question déterminante suivante, l'absence de connaissances par les représentants de la MONUC et des ONG dans une certaine mesure. Ils n'avaient aucune information en février ou mars 2003 en ce qui concerne les crimes commis ou les crimes allégués commis à Kobu. Cela est expliqué en détail dans le mémoire de la défense. L'accusation suggère que la MONUC a appris tout cela auprès de Lubanga au cours d'une réunion qui a été enregistrée par vidéo. Pourquoi est-ce que cela est important? C'est important parce que c'est relié à la déposition de P55 directement aux allégations également que tout le monde connaissait les crimes allégués commis à Kobu, ce qui n'était pas le cas du tout. C'est déterminant parce que c'est en contradiction avec P55. Cela confirme qu'il a fabriqué sa déposition à cet égard. Et
cela démontre que la connaissance générale des crimes allégués par l'accusation, des crimes commis à Kobu, est totalement fausse et qu'il n'y a pas de base dans la preuve à cet égard. Dernier fait déterminant, je pense que ma collègue y reviendra plus en détail, et c'est important. 283 personnes ont été autorisées à participer en tant que victimes dans cette affaire parce qu'ils auraient été des enfants soldats. Le fait est que l'accusation a tenté d'appeler 5 de ces témoins et les éléments de preuve montrent qu'ils n'étaient pas enfants soldats à ce moment-là. Monsieur le Président, il y a un certain nombre de questions déterminantes. Les événements liés à César, à Nguini, à Claude, à le fait que Lopondo ait été évincé par l'UPDF, que Bosco Ntaganda effectivement s'est rendu au Rwanda du 14 au 17 février, le fait que Bosco Ntaganda ait effectivement livré des armes aux combattants Lendu FNI à Libye, le fait que Bosco Ntaganda était bien en mission dans la région de Mahagi du 21 février jusqu'au 3 mars, que Bosco Ntaganda a bien combattu les Lendu APC et les forces de l'UPDF ensemble à Mandro le 4 mars pendant toute la journée, que Bosco Ntaganda était au commandement des opérations de l'OFPLC à Mongwalu en juin 2003. Au cours de ces opérations, aucun crime n'a été commis. Tout cela, ce sont des questions déterminantes et je vais maintenant passer à la partie suivante de ma présentation en ce qui concerne les éléments contextuels. Hier, nous avons entendu certaines choses à propos des crimes contre l'humanité et des éléments contextuels de ces crimes. Alors, attaque systématique et ou généralisée, dirigée, attaque contre une population civile et une attaque réalisée en application d'une politique organisationnelle ou une politique étatique visant à commettre cette attaque. Alors, commençons par l'existence d'une politique organisationnelle. C'est un élément de contexte absolument essentiel. Donc, s'il n'y a pas de politique organisationnelle, il ne peut pas avoir de crime contre l'humanité. Et la thèse de la défense, qui est détaillée dans notre mémoire en clôture, est la suivante. Ni l'UPC, ni le PCRP, ni le FPLC n'ont agi en application d'une politique organisationnelle visant à commettre des attaques contre la population civile. Alors, ici, je fais référence à la confirmation des charges dans l'affaire Barushimana. Lorsqu'on lit la décision, la conclusion est la suivante. Je cite. On voit bien qu'il y avait eu quelques attaques au titre de l'article 8, mais la conclusion de la Chambre est la suivante. Il n'y avait pas de politique visant à attaquer directement les populations civiles. Monsieur Barushimana ne peut donc pas être jugé devant cette cour. Fin de citation. Qu'est-ce qu'une politique ? Une politique, c'est bien plus vaste que ce dont nous a parlé l'accusation. Une politique, c'est une raison d'être, c'est un objectif, c'est ce que l'on veut, c'est ce vers quoi l'on tend. Or, ce n'est pas du tout ce que montrent les éléments de preuve, ni pour l'UPC RP, ni pour le FPLC. Dans l'article 7.1, il est écrit, et je cite, bon, en application de l'article 7.1, voici les éléments nécessaires. C'est une politique
visant à commettre ces attaques. Il faut donc qu'il y ait une organisation qui promeuve et qui encourage activement ce genre d'attaque contre les populations civiles. Or, ce n'est pas du tout ce que nous montrent les éléments de preuve. C'est plutôt le contraire. Alors, cette politique est essentielle pour que l'on puisse définir un crime contre l'humanité, mais c'est aussi essentiel pour définir le plan commun ou le dessein commun. C'est encore un autre concept, mais si on n'a pas une politique aux fins d'attaquer directement les populations civiles, il s'ensuit qu'on ne peut pas avoir non plus de plan commun, alors que l'allégation semble alléguer le contraire. Et là encore, je fais référence à la décision de confirmation dans Mbarushimana. Il est écrit « Nous ne pouvons pas trouver de politique visant à lancer des attaques dirigées contre les populations civiles. De ce fait, nous ne pouvons pas trouver ce fameux plan commun tel qu'il est présenté par l'accusation. » Et ça, c'est au niveau de la confirmation des charges. Alors qu'à ce moment-là, le seuil d'administration de la preuve est très bas. C'est uniquement des motifs raisonnables de croire. Non, des raisons substantielles de croire, même pas raisonnables, uniquement substantielles. Et nous n'avons pas trouvé ces raisons substantielles de croire qu'il y avait une politique. Et nous en sommes à un autre stade du procès, parce qu'il faut aller au-delà de tout doute raisonnable maintenant. Or, quand on étudie les éléments de preuve, en l'espèce, on voit bien que la seule conclusion raisonnable, c'est que cette politique n'existe pas. Alors, depuis le début de cette affaire, nous considérons qu'il y a un commentaire à faire qui est absolument indispensable. L'accusation et la chambre préliminaire ont dit la même chose. Ils ont dit l'UPC, l'UPCRP, le FPLC, tout ça, c'est à mettre dans le même sac. Mais pas du tout. L'UPC est un mouvement politique qui a été créé en 2000. L'UPCRP est le bras politique, du moins le gouvernement politique de facto de Bunia à partir de septembre 2002. Et le FPLC, c'est l'arme, le bras militaire qui a été créé par le mouvement politique. C'est important parce que pour savoir s'il y avait une politique visant à délibérément attaquer les civils, il faut quand même rechercher quelque chose en commun. Et là, nous devons étudier les éléments de preuve les unes après les autres pour savoir ce qu'il en est. Les allégations de l'accusation à propos de la propagande. J'en ai déjà parlé parce que ça revient à l'envi. Mais c'est toujours la même histoire. D'un côté, on a des éléments de preuve portant sur les actions du FPLC et de l'UPCRP. Tout ce qui va à l'encontre de la thèse de l'accusation immédiatement reçoit le label propagande. Et l'accusation considère qu'il faut l'écarter d'un revers de main. Et en revanche, lorsque l'on a des éléments de preuve qui viennent des informations obtenues auprès de l'UPCRP, mais qui, cette fois-ci, vont dans le sens de la thèse de l'accusation, tout d'un coup, ce n'est plus de la propagande, mais c'est quelque chose de parfaitement crédible auquel il faut accorder un poids énorme. Nous sommes quand même dans un procès criminel, un procès au pénal. Alors il faut quand même étudier les choses de près. Qu'est-ce que la propagande? C'est faire courir des rumeurs aux fins de mettre en péril une institution, une cause, voire une personne. Ça, c'est la définition qu'on trouve sur Wikipédia. Enfin, non, dans le Webster, se reprend l'interprète, dans le Webster. Donc, cette définition demande qu'il y ait les éléments suivants pour qu'il y ait propagande. Rumeur et faire courir des rumeurs dans un but bien précis. Et cette information, donc ces rumeurs doivent être fausses. Alors, si l'accusation arrive à prouver cela, tant mieux, mais comment le prouver? Est-ce que on a une information? Est-ce qu'il faut savoir si l'information est prouvée ou pas? Il faut savoir quels sont les éléments de preuve qui permettent de savoir que ces éléments sont faux. Donc, il faut que cela vienne d'un témoin ou de documents ou de quelque chose. Si cette
information a été créée de toutes pièces dans le but de répandre une rumeur, eh bien, il faut d'abord savoir si cette information a bel et bien été répandue, si cette information a été utilisée, si cette information a fait l'objet de publicité de la part de l'organisation qui la répand. Parce que quand on voit la vidéo de Mandro, par exemple, on ne sait absolument pas si cette vidéo a vraiment été utilisée. On ne sait pas si les informations contenues dans cette vidéo sont fausses ou pas. On ne sait absolument rien à propos de l'utilisation de cette vidéo. On ne sait pas qui l'a vue, comment elle a été utilisée. Pourquoi cette information n'a-t-elle pas été circulée auprès de la MONUC, par exemple, ou d'autres? Parce que cette vidéo n'a absolument pas été faite au but de propagande. C'est pour ça qu'elle n'a pas été diffusée. Bon, je crois que je n'ai plus beaucoup de temps ce matin, mais je vais quand même vous donner un exemple en matière de propagande et pour bien vous montrer que tout ce que dit l'accusation en matière de propagande est faux. Je vais parler maintenant des efforts de pacification de l'UPC-RP. Ce sont des efforts que l'on mentionne explicitement dans des documents. L'UPC-RP nomme un secrétaire national non-EMA à la tête du projet de pacification. Un document reprenant le programme est rédigé. Un grand nombre de personnes sont choisies pour siéger à la commission la commission pacification. Et ils ne sont pas choisis par l'UPC-RP, ils sont choisis par leur propre communauté. Ça, c'est au dossier. Il y a plusieurs commissions vérité, paix et réconciliation qui ont voyagé dans la totalité du pays. Et ces commissions itinérantes font des rapports. Cette commission paix et réconciliation est inaugurée en public devant les membres de toutes les communautés. Une délégation officielle de l'UPC-RP dirigée par des secrétaires nationaux non-EMA négocie à Gangou avec les chefs Lendu sous l'égide de Thomas Lubanga. Suite à ces négociations, des mesures concrètes sont prises. On ouvre une deuxième route, par exemple, entre Lipri et Bunia, afin que tous aient un accès, une libre circulation. Lorsqu'un officier du FPLC dans la zone de Lipri se livre à des combats non autorisés, il est arrêté et détenu. Ensuite, l'UPC-RP a réussi à faire signer à Yaoundé un accord de paix impliquant toutes les communautés, à l'exception de 2 membres d'une délégation de 5. Tous les autres ont signé, ils étaient d'accord. Le but était atteint, le but stratégique de l'UPC-RP était atteint. Il y a presque conférence de presse. M. Lubanga parle de cette initiative de paix et parle de l'accord de paix. Or ici, on ne parle pas de propagande. Ce sont des faits. C'est un exemple des objectifs concrets de l'UPC-RP qui a pris des mesures concrètes pour arriver à ces résultats et qui a pris ensuite des mesures concrètes pour informer les populations des résultats obtenus concrètement. Alors quand on dit que c'est de la propagande, que ces efforts de pacification sont uniquement de la propagande, il faut écarter cela d'un revers de main. Et nous analysons un grand nombre d'arguments présentés par l'accusation exactement de la même façon. Alors avant d'en terminer pour la matinée, parlons de l'existence éventuelle de cette politique. Si on veut la prouver, il faut d'abord étudier la chronologie des événements, et puis il faut étudier les documents de l'UPC, les documents, les discours, les objectifs et les actions. Il faut aussi étudier les documents de l'UPC-RP, documents fondateurs, discours, expressions d'utilisation, objectifs, actions et
il faut ensuite faire la même chose pour ce qui est du FPLC. Donc, le FPLC, information sur le FPLC, documents sur le FPLC, idéologie du FPLC, instructions données aux membres du FPLC, objectifs du FPLC qui auraient été adoptés et circulés, opérations menées par le FPLC, ordre donné aux unités du FPLC et mesures prises pour empêcher ou réprimer la commission de crimes, voire la violation des règles disciplinaires. Il faut étudier tout cela pour bien comprendre ce qui s'est passé. En ce qui concerne la période de référence qui nous occupe, le président. Je pense que j'en ai terminé. Le président, non, on peut. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Le maître Bourgon, non, je peux m'arrêter maintenant parce que j'en ai terminé avec l'UPC, UPCRP et le FPLC. Et non, j'ai quand même à en parler, mais j'ai préféré en parler après la pause déjeuner. Le président, très bien, mais j'ai quand même une question. Vous dites que la vidéo de Mandro n'a pas été réalisée aux fins de propagande. Est-ce que vous avez la moindre idée à quel but elle a été faite? Réponse, mais bien sûr, toutes les armées filment ce qui se passe et font des séquences et filment et font des films sur les événements importants qui existent. Et ainsi, on a un carnet de bord, si je puis dire. Et j'ai contribué moi-même, d'ailleurs, au carnet de bord de l'armée de mon propre pays. C'est quelque chose que les militaires font extrêmement couramment. Le président, merci. Et bien maintenant, nous allons prendre la pause déjeuner et nous reprendrons à 14h30. Merci.